Bonjour Fabrice, bienvenue sur Tout Terrain. Bonjour Enzo. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être le deuxième invité. Mais est-ce qu'avant de débuter, tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci à toi de me recevoir. Je suis ravi d'être dans ton studio aujourd'hui. Fabrice Roussel, 42 ans, français, marseillais. Des images avec les calanques, merci pour le clin d'œil. Ingénieur de course en sport automobile. Et j'ai la chance, le plaisir et l'honneur d'officier pour l'équipe Porsche officielle en championnat du monde de formule électrique. Est-ce que tu pourrais nous donner ton parcours? Quels sont les échelons que tu as gravis pour arriver jusqu'à... Oui, écoute, j'ai souvent plaisir à dire que le parcours d'un ingénieur, c'est un peu parallèle à un parcours d'un pilote. Au final, là, tu sors de l'école, tu commences par les plus petites catégories, puis tu essayes de monter idéalement vers les catégories un peu plus prestigieuses ou un peu plus compétitives et d'envergure internationale. Donc ça ressemble à similaire. Donc j'ai suivi ce chemin-là. Après, moi, c'est vrai que de par passion, j'ai eu un gros passif en endurance. Okay. En course de sport prototype, si on peut dire, qui reste, j'ai envie de dire, un petit peu mes séries, mes voitures et mes compétitions de cœur. Et j'officie maintenant en Formule 1 depuis pas le début du championnat en réalité. Donc le championnat a été lancé en 2014, moi je suis arrivé un an après. Donc voilà. T'as toujours voulu faire ce métier? Oui, clairement oui. En fait, j'ai grandi à un endroit que tu connais un petit peu, je crois savoir que tu y allais quand ça accueillait encore la F1. J'ai grandi à côté du circuit Paul Ricard, du circuit du Castellet, et à peu près à 3 km à vol d'oiseau, donc vraiment assez proche. Et je me souviens quand j'étais petit, que je jouais dans le jardin de la maison familiale, j'entendais le bruit des moteurs, je pouvais même faire le tour complet du circuit juste en entendant le bruit de moteur, savoir où les voitures étaient, et ça m'a toujours fasciné, j'avais besoin de savoir ce qui était... Après, il y avait un petit peu d'environnement sport automobile à la maison. Mon papa qui regardait les Grands Prix le dimanche, mais sans plus que ça, c'était plus une distraction qu'une vraie passion. Mais ça a fait que ça m'a fasciné assez jeune. Et ouais, j'ai toujours voulu ça. Alors, assez bizarrement, quand j'étais adolescent, je me destinais plus au métier de motoriste. Okay. Après, il faut se remettre dans le contexte. Il y avait Renault en F1 à l'époque, début des années 90, qui gagnait tout. Renault, marque française, moi français. Forcément, ça paraissait logique. Et c'est quand même un petit peu plus tard dans mes études où j'ai appris à découvrir d'autres disciplines de la physique et de la science qui me plaisaient plus, et connaître un petit peu plus aussi le métier du sport auto et commencer à me documenter, de me dire non, c'est un petit peu différent dans mon objectif de carrière. Mais ouais, je pense... Je sais pas, ouais, peut-être pas à 6-7 ans, je devrais être cow-boy ou policier, certainement, mais on va dire 10-11 ans, ouais, c'était ingénieur en sport auto, clairement. Et ingénieur en sport auto, mais est-ce que tu avais vraiment une catégorie du sport qui t'attirait déjà beaucoup ou pas? L'endurance, oui, clairement. Ouais, l'endurance depuis tout petit, il y avait deux choses qui me fascinaient. La première, c'est que je trouvais que les voitures étaient plus belles que les voitures de F1. Et à l'époque, je pense que c'est toujours vrai, pour être tout à fait honnête. Mais à l'époque, ça était particulièrement vrai. Donc il y avait un petit côté esthétique qui était pas désagréable. Et puis le challenge de courir pendant 24 heures. Le challenge, le défi humain, le défi technologique de courir non-stop pendant 24 heures par toutes les conditions du crépuscule au coucher du soleil, ça m'a toujours fasciné. Donc ouais, ça a toujours été un petit peu la discipline qui m'a toujours attiré le plus, effectivement. D'ailleurs, donc tu parles de courir 24 heures. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe en fait tout ça? Est-ce que tu vas quand même dormir quelques heures ou c'est très compliqué? Non, malheureusement non. En réalité, on parle de 24 heures, mais c'est 24 heures de course. Donc si on parle des 24 heures du Mans, mais il y a d'autres épreuves de 24 heures assez mythiques. Moi, 24 heures Daytona, en sport prototype aussi. Après, tu as d'autres courses de 24 heures en GT qui sont aussi tout aussi mythiques. J'ai eu la chance d'en faire quelques-unes. Mais c'est la course qui dure 24 heures. Et le départ de la course, c'est généralement entre 14 et 16 heures. Le Mans, c'est 15 heures par exemple. Donc, ce qui veut bien que tu te rendes compte que tu t'es pas levé à 14 heures. Et puis, il y a toute une procédure avant, ne serait-ce que pour préparer les voitures pour la course. Donc, non, en réalité, tu es plutôt debout entre 36 et 40 heures que juste 24 heures. Et non, il n'y a pas de pause pour aller dormir.
Maintenant, après, il y a des petites astuces pour apprendre à gérer la fatigue et pouvoir se reposer. Bon, évidemment, c'est un sport d'équipe, donc t'es pas le seul à rester debout. Mécano, ingénieur, on est forcément plusieurs, donc on peut un petit peu se répartir. Tu peux pas avoir le même niveau de vigilance pendant 24 heures, c'est une certitude. Mais voilà, après, il y a des petites astuces qui font que... Moi, j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Très intelligemment, j'ai envie de dire, mes premières 24 heures du Mans, l'équipe pour laquelle je travaillais à l'époque, qui était une équipe suisse, le Mans Racing, c'était en 2013, avait eu l'intelligence de faire venir un ingénieur avec énormément d'expérience. Et c'est très riche, très enrichissant, forcément. Et même si d'un point de vue engineering, il m'a pas plus apporté que ça, sur la gestion de la course en elle-même, d'un point de vue humain, il m'a beaucoup appris. Et un truc tout bête, c'est qu'au moment de la procédure de mise en grille est très très longue, encore plus longue qu'en F1, encore plus longue dans n'importe quelle catégorie, ça dure 2 heures. Et première 24 heures, je voulais aller sur la grille, ça me paraissait logique parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis toujours allé sur la grille pour discuter avec les pilotes, pour cela. Et là, au moment où j'allais pour partir, il m'a attrapé par là, il m'a dit: toi maintenant tu vas faire une sieste. Et en fait, c'est devenu mon petit rituel et c'est incroyable ce que alors elle dure pas longtemps, elle dure 20-30 minutes, parce que c'est extrêmement bruyant, tu peux pas dormir, mais c'était révélateur, j'ai envie de dire, c'était logique que c'était la bonne chose à faire. Pour toi, quelles sont vraiment les qualités requises pour devenir ingénieur automobile? La passion, déjà. Ouais, bien sûr. Si on parle de sport automobile en particulier, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de pression aussi de par les enjeux. Donc je pense que sans passion, ça serait difficile de les accepter. Après, il y a le côté humain est très important. La dimension d'équipe. On voit souvent le pilote seul sur la piste et ils font une grosse partie de l'effort, bien au contraire. Mais la notion d'équipe entre à tous les niveaux, mécaniciens, ingénieurs, mais aussi logisticiens, c'est-à-dire que les gens qui acheminent le matériel sur les circuits, les gens qui vont chercher les sponsors par exemple, les gens du marketing qui font du contenu pour les réseaux sociaux, pour la presse. La notion d'équipe est hyper importante, donc la communication et l'esprit d'équipe primordial. Et puis après, pour être un bon ingénieur, il y a une chose que je dis souvent aux étudiants que je reçois, que j'ai en stagiaire ou jeunes diplômés qui commencent dans le métier, c'est de leur rappeler l'étymologie du mot ingénieur, le sens du mot ingénieur. Parce que souvent, dans l'école, il y a la partie académique, scientifique qui est très, très poussée, mais in fine, c'est quoi d'être un ingénieur? C'est d'être ingénieux, c'est-à-dire d'être créatif, d'avoir des idées, comme diraient les Anglais, think outside the box. Donc réussir à détourner un règlement, de voir dans les lignes, dans les zones grises, et trouver les zones grises, trouver l'épaisseur du trait, est-ce que le trait est très épais ou très fin, savoir où est-ce que tu peux. Ouais. Tout le temps jouer avec les limites, et trouver les petites astuces, c'est surtout ça. J'ai une vidéo pour toi que j'aimerais te montrer. Bien sûr. Ouais, ça, c'est le dernier tour d'une course assez récente au Mexique. Première course de la saison 10 de Formula E, avec Pascal qui est mon pilote, Pascal Wehrlein, qui passe la ligne d'arrivée en tête. Donc ouais, plutôt un bon souvenir, j'ai envie de dire. D'ailleurs, donc, pour remettre dans le contexte, donc, le championnat a commencé donc, au mois de janvier. Tout à fait. Et donc, il y a eu 3 manches pour l'instant. Donc sur la première, donc, ton pilote termine premier au Mexique. Et après, sur les 2 courses d'après, vous terminez 7e et 8e. Comment est-ce que tu juges un peu ce début de saison ? Alors par défaut, je suis toujours très critique. C'est-à-dire que, par exemple, la vidéo que tu m'as montrée, la victoire, c'est sympa pendant 2 heures, tout de suite après la ligne d'arrivée, même si elle était un petit peu intense, celle-là, pour d'autres raisons. Mais tout de suite, un regard critique. C'est-à-dire que la première chose qu'on a regardé, c'est comment on aurait pu faire mieux encore. Bien sûr. Donc c'est sympa, mais après tu essayes d'avancer. Les 2 autres courses, donc c'était une double manche en Arabie Saoudite. Là on était un petit peu moins bien en perfo, mais on a réussi à trouver la force en nous pour malgré tout aller à faire des courses, je dirais, intelligentes pour collecter des points. C'est pas un marathon, mais quand même pas loin. Donc l'idée, c'est d'être le plus constant possible. Donc on a eu cette présence d'esprit de quand même réussir à essayer de maximiser notre potentiel de performance, malgré le fait qu'il n'était pas au niveau qu'on aurait souhaité. Bon voilà, c'est toujours très tôt dans la saison. On est 2e du championnat pilote avec Pascal. Bon, on s'est tout de suite remis au travail, retrousser les manches. L'ensemble de l'équipe et Pascal en lui-même sont très critiques
Après, critique positivement, je veux dire, dans l'idée de s'améliorer, de faire mieux, de trouver de la performance. Donc, on s'est tout de suite remis au travail pour faire un copier-coller du Mexique sur les autres manches de la saison. Ça serait l'objectif. C'était quasiment un week-end parfait. On a scoré 28 sur 29 points possibles. Il nous a manqué juste le point du meilleur tour en course. Donc, voilà, c'est sûr que ça reste, vu qu'on l'a fait une fois, on sait qu'on peut le faire. Et c'est ce à quoi il faut targeter, clairement. Donc, avant de te recevoir, forcément, j'ai essayé de m'intéresser un peu plus à cette catégorie que je connaissais un peu moins, qui est un peu moins médiatisée aussi. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué, on va dire, c'est que, par exemple, sur les 3 premières courses, il y a 3 vainqueurs différents. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça toute la saison, enfin, du moins qu'on n'a pas une espèce de domination vraiment d'une écurie ou d'un pilote et que c'est vraiment un peu partagé. Comment est-ce que tu vois ça et comment tu l'expliques ? Ouais, tout à fait. Et puis même si on pourrait donner un chiffre, si on va prendre encore une fois l'exemple de la course du Mexique, mais c'était aussi vrai en Arabie Saoudite il n'y a pas longtemps. Si tu prends la qualification entre les 4 premiers, il y a 6 centièmes de seconde. Okay. Donc c'est très proche. Ça s'explique de plusieurs manières, mais après il faut malgré tout être attentif. Si tu regardes aussi sur les 3 premières courses de l'année, la voiture Porsche, donc la 99X électrique, a gagné 2 des 3 courses. Après, au moins de pilotes différents et d'équipes différentes, mais voilà. Donc, il y a malgré tout certaines tendances. Il y a 2-3 packages voitures qui semblent être légèrement au-dessus du lot. Le format des week-ends et le format de la série est propice à ça, au fait que la compétition soit très serrée. C'était une vraie volonté de pouvoir offrir justement un spectacle en piste que tu retrouves quasiment nulle part ailleurs. On va être assez honnête. Il y a plusieurs phénomènes qui l'expliquent. Bon, déjà, premièrement, il y a une grosse partie de la voiture qui est la même pour tout le monde. Chaque constructeur développe en fait la partie powertrain, donc la machine électrique qui propulse la voiture, mais entre guillemets de l'aileron avant jusqu'à l'arrière de la batterie, c'est une seule et même voiture. Le powertrain, donc la partie moteur, va être quelque chose qui nous différencie avec la suspension arrière, et après tout ce qui est intelligence embarquée, donc tout ce qui est logiciel, software, électronique embarqué est propre à chaque manufacturier. Donc forcément, de facto, tu as moins d'éléments dans lesquels tu peux faire une différence, ce qui resserre un petit peu les choses. Le deuxième aspect, c'est que pour des raisons environnementales, même si ça peut faire sourire, on en parlera peut-être à un moment donné, le championnat a éliminé un certain nombre d'artifices que les équipes pouvaient exploiter pour aller chercher de la performance. Donc sans ces artifices-là, forcément tu nivelles un petit peu plus le niveau. Et c'est tant mieux, je veux dire, c'est super excitant. Quand tu regardais sur la vidéo, il y avait 4 voitures sur la même image. Je pense que la dernière fois que tu as vu ça sur une course de F1, c'est qu'il y avait un safety car 2 tours avant. En fait, c'est ça qui te plaît le plus dans cette catégorie ? Ouais, il y a plusieurs aspects. L'aspect compétition est hyper important. Puis tu as d'autres phénomènes. J'insiste encore là-dessus. L'aspect environnemental, c'est quelque chose qui me touche de plus en plus. Je suis conscient que c'est une activité qui a un impact, on va pas se mentir. Le sport auto est une activité qui a un impact, malgré le fait que ça fait aussi avancer la recherche et le développement pour trouver des solutions qui seront peut-être applicables dans quelques années pour améliorer l'efficacité des voitures de route. Néanmoins, ça a quand même un effet, un impact sur le climat. L'AFE, non. Pas seulement parce que c'est électrique, mais sur plein d'autres postes, vraiment a pris des actions et des mesures pour essayer de limiter son impact. Et je ne parle pas de compensation carbone, ce genre de choses. Il y a aussi ce genre de mécanismes qui sont en place, mais on va prendre un exemple. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais sur une course de F1, ils vont utiliser 12 ou 14 trains de pneus. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est dans cet ordre-là. On en a 2. Ok. Forcément. Voilà. Des pneus, c'est très cher à fabriquer, c'est de la ressource naturelle qu'il faut aller chercher. Et est-ce que ça a du sens d'utiliser 14 trains de pneus ? Certainement pas. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ces aspects-là qui m'ont intéressé. Et puis le dernier qui me plaît aussi en tant qu'ingénieur de sport auto, c'est que d'un point de vue global du panel sport auto, c'est la seule catégorie aujourd'hui qui cherche à faire aller les voitures de plus en plus vite.
Tu prends la F1, le règlement qui est rentré en vigueur il y a 2 ans avait pour objectif de ralentir les voitures. Tu prends l'endurance qui est ma discipline de cœur et qui reste ma discipline de cœur. Pareil, quand je faisais les 24 heures du Mans, mes dernières 24 heures du Mans, on tournait en dessous des 3,20 autour. Là, on est plutôt à 3,30. Donc, si tu veux, d'un point de vue ingénieur, quand tu es là pour essayer de pousser les limites, de travailler dans des catégories où ça va moins vite qu'avant, ça me gêne un petit peu. Là, quand on voit les projections sur les 2, 4, 6 années à venir, 6 années, j'exagère un petit peu, on n'a pas encore les projections, mais même sur les prochaines générations de voitures, on a une prochaine génération de voitures qui arrive l'année prochaine, enfin une génération intermédiaire, génération 3.5, ça devrait déjà être entre 2 et 3 secondes plus vite autour. La génération 4 qui arrive du coup dans 3 ans devrait être beaucoup plus rapide. Donc cet aspect-là me plaît beaucoup de pousser les limites à aller trouver de la performance et de l'efficiency. Quand on pense ingénieur sport automobile, pour beaucoup de personnes, on l'assimile à la F1, tout ça. Est-ce que toi, ça a été un objectif à un moment donné dans ta vie ou pas? Non, pas particulièrement. Quand je regarde l'ensemble de ma carrière, j'ai surtout répondu à des projets plus qu'à des rêves. Même si travailler en endurance c'était mal, mais j'ai surtout travaillé à des projets. Je trouve ça très intéressant. Par exemple, quand j'ai rejoint Porsche il y a maintenant 5 ans en arrière, j'arrivais d'une équipe qui était 2 fois championne du monde, ou championne de Formule 1, le championnat du monde n'existait pas encore à l'époque, mais c'était l'équivalent, on va dire. Et donc Porsche était la petite écurie, même si c'est le nom Porsche, qui arrivait dans la catégorie en tant que rookie. Donc il y avait ce challenge-là de participer au développement de leur stratégie Formule 1 et d'essayer de les faire gagner. Pareil pour l'endurance. À chaque fois, j'ai répondu à des challenges. C'est plus ça qui m'intéresse. Pour l'instant, j'ai jamais eu un challenge en F1 qui m'a motivé suffisamment pour dire oui à une offre. Je dis pas que ça se produira pas dans le futur, peut-être que oui, mais voilà, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Encore une fois, c'est un métier qui est tellement prenant sur plein des aspects que ce soit quand même important que tu y trouves un épanouissement. Bah, du coup, tu nous parlais de ça. Est-ce que toi, tu as déjà été approché par des écuries de F1? C'est déjà arrivé, oui. On va pas dire lesquels. Mais non, on va pas dire lesquels. Mais non, mais ça arrive. Ça arrive régulièrement. C'est l'un des aspects intéressants de ce métier-là, c'est que c'est un métier dans lequel tu es plutôt démarché en tant qu'employé pour. Je vais pas déposer des CV et des lettres de motivation pour aller trouver du boulot. C'est plutôt le boulot qui vient à moi. Alors après, toujours pareil, à condition que tu fasses un boulot sérieux, que tu aies des résultats et que tu sois reconnu dans le milieu. Mais c'est un petit peu souvent ce qui se passe. On va prendre un exemple d'un Adrian Newey, il va pas déposer des lettres de motivation tous les 3 jours pour trouver un nouveau travail. C'est les autres écuries qui se battent pour l'attraper. Donc régulièrement, tu as quand même des gens qui t'approchent. Pas que en F1 d'ailleurs, dans d'autres catégories. En FE, j'ai régulièrement des sollicitations. L'endurance, qui reste une discipline dans laquelle j'ai œuvré longtemps, revient régulièrement aussi vers moi. Donc si un jour les étoiles s'alignent et il y a le bon projet au bon moment, parce qu'il y a aussi des questions de timing avec des contrats qui font que parfois tu peux accepter un nouveau challenge, parfois tu ne peux pas. Donc ouais, si un jour il y a tout qui s'aligne, le projet, le timing, les ambitions, etc., pourquoi pas, mais c'est difficile à prédire. Avec la série Drive to Survive, il y a beaucoup de gens qui ont découvert un peu les personnes qui travaillaient au sein des écuries, surtout ceux les plus médiatisés, donc on va dire les teams principales, certains ingénieurs, tout ça. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'entrer en contact avec eux? Donc forcément, j'imagine que les équipes qui t'ont approché en F1, tu les as peut-être vus, mais peut-être aussi dans ton sport, parce qu'on sait qu'il y a certains qui travaillent sur plusieurs catégories pour une même marque. Toi, ça t'est déjà arrivé d'en côtoyer certains? Ouais, c'est un monde qui est tout petit, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment un microcosme. Tu retrouves tout le temps les mêmes personnes partout. Donc déjà des pilotes, parce qu'on les a vus passer dans les catégories inférieures, tu les croises dans les avions, tu les croises dans les aéroports, tu les croises sur les circuits, donc c'est des gens que tu vois depuis des années. Également des ingénieurs avec qui tu as pu travailler. J'ai plein de copains qui bossent en F1. Tu peux nous en dire certains que... tu as Ben Mitchell par exemple, qui était l'ingénieur de Lance Stroll l'année dernière chez Aston Martin, qui a été promu d'ailleurs dans un rôle un petit peu plus central au sein de l'équipe.
pas mal de personnes chez Alpine aussi, écurie malgré tout française, même si tu as un gros noyau à Enstone. Tu avais l'ingénieur de Sargent aussi, qui est un Français, avec qui je me suis battu en WEC pendant mes 2 dernières années de WEC, donc championnat du monde d'endurance, qui faisait rouler des voitures pour ART. Donc tu as, il y en a quelques-uns, ouais, effectivement. C'est un monde qui est vraiment petit. Même si tu nous as dit que ça ne t'intéressait pas, est-ce qu'il y a vraiment une équipe, donc en F1 je parle, qui, disons, t'a fait rêver quand tu étais petit et pour laquelle ça te déplairait pas, on va dire, de travailler pour elle un jour? Ouais, on va pas se mentir. Quand t'es gamin et que t'aimes les voitures, généralement j'ai souvent tendance à dire qu'il y a 2 marques de voitures qui te font rêver. Les 2 ont la particularité d'avoir un cheval sur l'avant de la voiture. Il y en a une qui est fabriquée en Allemagne, pour laquelle j'ai la chance de travailler, et il y en a une autre qui a tendance à faire des voitures rouges et qui vient d'Italie. Donc oui, c'est les marques qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Donc si un jour ça pouvait se produire, évidemment, ça serait un rêve d'enfant, effectivement. Maintenant, il faut, encore une fois, rester pragmatique, réaliste, et garder cet aspect que j'ai essayé de décrire, de se dire, voilà, il faut répondre au projet. Si le projet est intéressant, il faut y aller. Si le projet ne l'est pas, c'est pas parce que c'est un rêve que ça va être une bonne idée. Si tu veux performer réellement, il faut que tu sois dans un environnement où tu te sens épanoui. Encore une fois, il va falloir que tu donnes énormément de ta personne. Donc il faut que tu aies vraiment tous les éléments pour avoir les dispositions, être disposé vraiment à donner du meilleur de toi-même. Donc juste le rêve, ça va pas être suffisant. Mais oui, c'est les 2 marques qui me faisaient rêver quand j'étais petit, effectivement. Alors là, pas une équipe que tu admires, mais enfin que tu aimes pas personnellement, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une équipe que tu admires pour sa façon de travailler, qui tu trouves travaille très très bien de façon logique et construite? Il y en a plusieurs. Les 2 grosses évidentes, Mercedes et Red Bull en F1, évidemment, même si Mercedes a quelques difficultés depuis 2 ans. La saison vient juste de commencer, on a eu les tests à Bahreïn qui ont eu lieu, donc c'est un petit peu tôt pour avoir une image. Je m'attends toujours à ce que la Red Bull soit quand même largement devant. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation, c'est les 2 structures qui travaillent le mieux. Il n'y a pas de doute. Maintenant, après, souvent, moi j'avais tendance à prendre un exemple. Ça a un petit peu changé depuis, parce qu'il y a eu des nouveaux propriétaires et que ça a grossi, mais il y avait une équipe pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration étant il y a quelques années, qui était Force India, qui était une équipe qui opérait avec un budget largement inférieur à celui des 2 mastodontes que je viens de citer, et qui malgré tout réussissait régulièrement à scorer des gros points, à faire des bonnes voitures, à avoir un rythme de développement assez intense malgré leurs moyens. Et pour moi, ça c'était vraiment un exemple d'organisation, de structure qui fonctionnait malgré le manque de moyens de pouvoir justement se battre. Depuis, ils ont un nouveau investisseur qui met beaucoup d'argent. Il y a eu le cost cap qui fait que tout le monde est capable de dépenser à peu près la même somme d'argent, même si c'est pas tout à fait le cas. Donc ça a un petit peu changé la donne. Mais c'est vrai que cette équipe-là, Force India à l'époque, était une équipe qui m'impressionnait de par ce qu'ils étaient capables de faire en relation avec les moyens qui étaient les leurs. Du coup, tu parles de Force India, donc ça me fait penser à quelque chose qui avait fait beaucoup parler. La Pink Mercedes. Est-ce que tu peux nous dire réellement, est-ce que c'était vraiment la Mercedes de l'année dernière, habillée en rose et du coup qui était performante? En tout cas, ça y ressemblait beaucoup. C'est difficile à dire, évidemment, j'ai pas les détails. Après, c'est le jeu de se copier. On va pas se mentir. C'est ce que tu disais, c'est aller dans les lignes du... Ouais, exactement. Je veux dire, quand t'es une équipe avec un budget limité, c'est pas une stratégie déconnante d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et d'essayer de le recopier, parce que dans la limite de ton budget, c'est quand même une garantie d'arriver à un niveau de performance qui est pas déconnant. Et puis il y a rien qui l'interdit dans l'absolu si t'es vraiment juste une copie avec ta propre propriété intellectuelle derrière sur certains détails. Si tu as juste copié des surfaces, mais qu'après tout le reste derrière est différent, voilà. Ça, c'est ce que je suis incapable de juger là-dessus, mais effectivement, de loin, il y ressemblait fortement. Mais voilà, c'est le jeu. C'est légal.
c'est légal dans une certaine limite. Ok. C'est légal dans une certaine limite. On va pas se mentir, ils font tout ça. Tu vas dans une pit lane, que ce soit en F1, FE, Endurance, en Europe, aux États-Unis, en NASCAR, en IndyCar, t'as les écuries qui payent des photographes et des vidéastes juste pour prendre des photos et des vidéos des autres voitures. Il n'y a pas de... Je veux dire, un des meilleurs moyens de battre la compétition, c'est de connaître la compétition. Une équipe de foot va analyser les matchs de son adversaire sur les 10 dernières rencontres pour voir un petit peu les stratégies, les plans de jeu, les formations, etc., etc. Connaître les forces et les faiblesses de chacun. C'est exactement la même chose appliquée au sport automobile. Donc c'est pas déconnant. Et oui, c'est logique. Après, si tu as des moyens tels que Red Bull, Mercedes, évidemment que là tu vas faire ta propre route parce que tu as cette capacité de développer beaucoup de choses. Et si une des voies de développement que tu emploies n'est pas la bonne, tu la mets à la poubelle et c'est pas très grave, tu pars sur l'autre. Bon, dans le cas d'une écurie avec peu de budget comme on va dire Williams, non, bah, tu copies ce qui se fait, c'est logique. Ils ont peut-être poussé le concept un peu loin, ça étant. On a fréquemment donc en F1 je parle, on a fréquemment des rumeurs d'arrivée de nouvelles écuries. Donc récemment on a eu Audi, on a eu Porsche qui en parlait. Toi, c'est quoi ton œil là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des intérêts ou c'est juste des rumeurs pour faire parler? Bon, alors déjà, je vais pas commenter sur les marques du groupe Volkswagen. Il y en a une qui a annoncé qu'il venait, qui est Audi à l'horizon 2026. Donc, il y a Audi qui vient à l'horizon 2026. Pour Porsche, on a dit qu'on venait pas. Ça a été étudié à un moment donné, voilà. Mais après, c'est ainsi. La compétition, elle est bonne, quoi qu'il arrive. Et si tu veux intéresser faut pas oublier que c'est de la recherche et développement, etc., mais c'est avant tout une distraction. D'accord. Il faut que ça reste ainsi. Donc, tu es là pour proposer un divertissement aux gens. Donc, quand tu veux toucher un large public et faire rêver des gens, tu te dois d'avoir une cible le plus large possible pour attirer des partenaires, pour obtenir des audiences, etc., etc. Donc, tu te dois d'avoir quand même un panel de participants qui soit suffisamment large pour que chacun puisse s'identifier. On a eu un exemple pas très longtemps de Andretti qui voulait venir en F1, qui essaye toujours de venir en F1. J'ai trouvé un petit peu dommage que les écuries pour l'instant s'y opposent aussi farouchement pour des raisons qui ne me paraissent pas complètement justifiées personnellement. Et je pense que ça aurait de l'intérêt d'avoir un petit peu plus de compétition de manière générale. Après, il faut toujours trouver un équilibre. Il y a une époque en F1 où on faisait rentrer un petit peu tout le monde et n'importe qui, et ça apportait pas grand chose dans ces cas-là. Donc, faut trouver un juste équilibre. Mais ça me paraît plus t'as de voitures en piste, plus tu as quand même de chances d'avoir du spectacle. Et encore une fois, c'est un divertissement. Donc voilà, ce serait pour une 11e écurie, ce serait pas le but d'en enlever une et de... Non, exactement, ça serait pour en rajouter une. Ouais, exactement. J'ai une autre vidéo pour toi. Je vois bien ce que c'est cette vidéo. Présentation de la liste des invités en 24 heures du Mans, ça doit être 2017, je dirais. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu sais pourquoi j'ai choisi cette année-là. Maintenant, je pense que pas tout le monde le sait. 2017, donc tu travaillais pour Vaillant Rebellion, c'est l'année où tu finis champion du monde de la catégorie. Et tout à fait. Gros souvenir. Alors Le Mans n'était pas un bon souvenir, cela étant, mais ouais, effectivement. 2017, Vaillant Rebellion avec le Rebellion Racing. Une super année à plein des égards. Premièrement, du succès sportif, ce qui aide à en faire un bon souvenir forcément. Une écurie formidable avec des gens absolument fantastiques. Petite structure privée, esprit très familial, partenaires particulièrement passionnés de sport automobile. Donc déjà, il y avait une ambiance au sein de l'équipe qui était assez particulière. Et que j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé avec cette écurie-là pendant 3 ans. Et c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur d'être avec ces gens-là. Particulière aussi par l'équipage qu'on avait. Donc on avait
aux 24 heures du Mans et dans cette catégorie-là, tu as obligation d'avoir un pilote amateur, entre guillemets, et après tu peux avoir des pilotes professionnels, ce qu'on avait la chance d'avoir. Donc notre pilote amateur, c'était Julien Canal, un manceau, Juju, comme on l'appelait, avec qui je suis toujours en contact régulièrement, qui est un excellent pilote amateur, originaire du Mans. Donc quand tu fais l'endurance et les 24 heures du Mans, ça a toujours une dimension particulière. Et puis on avait aussi Bruno Senna de Vederton et Nicolas Prost, fils d'Alain, dans la même voiture. Belle équipe. Ouais. Accessoirement, dans la voiture d'à côté, on avait aussi Nelson Piquet Jr., fils de Nelson Piquet. Donc il y avait cette notion d'associer le nom Senna et Prost ensemble. Et le nombre d'anecdotes et d'histoires qu'on a découvert cette année, même Bruno et Nico se sont aussi énormément découverts cette année-là, et ont découvert beaucoup de choses sur leur oncle et leur père en même temps, et d'avoir découvert ça, ça a créé une atmosphère vraiment particulière, même au sein de l'équipage et au sein de l'équipe qui travaillait autour de cette voiture-là, qui était assez exceptionnelle. Et puis aussi année particulière dans le sens où Rebellion Racing arrivant à LMP2, c'est-à-dire que c'était une écurie qui avait tendance à travailler en LMP1 privé, où il n'y avait pas de compétition. Ils étaient les seuls engagés dans la catégorie. Il y avait les LMP1 usines, avec lesquels ils ne pouvaient pas se battre, Porsche, Audi, Toyota. Il y avait le LMP1 privé où ils étaient seuls engagés de voitures, donc ça faisait 3, 4, 5 ans où ils gagnaient tout, mais forcément sans compétition. Et donc, comme ils étaient un petit peu agacés de cette étiquette, oui, vous gagnez parce qu'il n'y a pas de compétition, ils venaient en LMP2, catégorie où il y avait 15 voitures qui se battaient, et sur les 15, il y en avait peut-être 5-6 qui pouvaient se battre sur la victoire générale. Et on a gagné la première année. Et on a gagné largement. Pas largement en réalité, puisqu'on est attaqué, ça va revenir sur les 24 heures du Mans, on a gagné, quand on a attaqué la finale à Bahreïn en novembre, on avait 1 point d'écart entre les deux leaders du championnat, donc l'équipe Jackie Chan DC Racing qui était engagée par Iota, qui fait toujours de l'endurance aujourd'hui. Donc on a 1 seul point d'écart et on gagne le championnat pour 8 points. Si je ne dis pas de bêtises. On gagne la course, ils finissent deuxième. Et on gagne la course dans des circonstances absolument horribles, parce qu'on passe la dernière heure de course à gérer un problème de direction sur la voiture. Okay. Et on voit l'avance être réduite. Tu flippes un peu, quoi. Et t'essayes de pas flipper, mais ça ajoute de la lourdeur. Donc, mais on gagne énormément de courses, on gagne quasiment toutes les courses après le Mans en fait, à part une. Le Mans n'est pas un bon souvenir parce que le Mans, on fait 12 heures en tête, 3 minutes d'avance. Je ne vais pas dire facile parce que le Mans n'est pas facile. Et on a un problème de boîte de vitesse en plein milieu de la nuit, un pignon de boîte de vitesse qui casse. On apprendra par la suite que c'est des voitures spec, monotype. On apprendra par la suite que c'est un problème de design. Il y a d'autres voitures. Il y a une autre voiture qui a cassé un pignon de boîte de vitesse aussi, et il y a eu une modification de design, de traitement du pignon pour qu'il soit renforcé pour le reste de la saison. C'était la première année de ces voitures-là. Donc ouais, Le Mans, cette année-là, c'était dur d'être 12 heures en tête, ou quasiment 12 heures en tête, avec 3 minutes d'avance, et de le voir partir. Et de devoir repartir faire 12 heures de course en étant 5-6 tours derrière tout le monde, ça a été dur. Et comme Le Mans compte le double de points, on en a perdu énormément face au Jackie Chan DC Racing qui avait gagné. Et donc on a regratté tous ces points qu'on a perdus, donc on a peut-être 50 points de retard sur toutes les courses, donc Mexique, États-Unis, Japon, Chine et Bahreïn. Ce titre, c'est ce que tu es le plus fier dans ta carrière ? Je sais pas si si c'est ce dont je suis le plus fier. J'ai un regard assez critique sur ma carrière en général, donc j'ai du mal à me dire que je suis très fier de quelque chose. C'était certainement celui qui a déclenché le plus d'émotions. Premièrement parce que c'était le premier titre mondial que j'ai eu. Et puis pour toutes les circonstances que j'ai expliquées, la dernière heure de course à Bahreïn a vraiment été intense. Vraiment été intense. Donc au moment où on a passé le drapeau à damier,
Quand tout le monde commence à célébrer, moi je me suis juste effondré. Il y avait Nico qui était mon ingé parfois avec moi sur le muret des stands et on s'est juste effondré. Enfin, on n'avait plus rien, plus rien du tout. Donc je crois que je suis resté comme ça pendant plus d'une heure à pas pouvoir vraiment bouger, à pas fait le podium. Enfin, je fais pas de podium en général de toute manière. Sauf là. Ouais, c'est pour ça que je disais ouais, t'as eu de la chance. On m'a forcé en fait. Ah ouais. Faut savoir, on m'a forcé à le faire. Mais sinon d'habitude ouais, je fais pas les podiums. C'est pas trop mon truc. Je suis plutôt rincé après les courses mentalement, tu vois. J'aime bien. C'est un moment où le garage est vide en général parce que tout le monde va au podium. Évidemment quand t'as la chance de pouvoir y aller. Et j'aime bien ce moment seul dans le garage à souffler. Ouais. Donc, fier, non, mais le plus émotionnant, oui, certainement. Alors, récemment, il y a un transfert dans le sport automobile qui a un peu affolé tout le monde. C'est Lewis Hamilton qui va signer chez Ferrari pour la saison 2025. Je peux vous dire, c'est quoi ton point de vue en tant qu'ingénieur sur ça? Ouais, écoute, je pense que déjà c'est très bien pour la discipline parce que ça fait parler et ça rayonne. Lewis a cette aura qui rayonne au-delà du sport automobile. Donc ça a forcément fait parler de la discipline au-delà des portes des sports mécaniques et ça peut être que très bien de ce point de vue-là parce que ça va attirer des lumières et ça va aider à tous les niveaux. Et je pense notamment les plus petites catégories, les pilotes juniors qui cherchent des partenaires, ce genre de choses, c'est toujours très compliqué de convaincre des partenaires de te suivre. C'est un sport qui coûte beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Donc dès que tu as des événements comme ça qui arrivent à médiatiser l'ensemble de la chaîne, je dirais, c'est un aspect qui est positif. D'un point de vue challenge, je pense que ça va être très rigolo à regarder, très honnêtement. Lewis, il a plus rien à démontrer. Ouais. Il a absolument rien à démontrer. Il a absolument dégommé tous les records. Ils seront peut-être battus. C'est le propre même, et c'est la définition d'un record, de toute manière, d'être battu. Parce que c'est ce qui motive les gens, hein, on va pas se mentir. Mais il a plus rien à démontrer. Il fait partie des très grands comme Fangio, comme Senna, comme Lauda, comme Prost, comme Max, clairement. C'est vrai que les anciens, je les appelle plus par leur nom de famille, et les jeunes, je les appelle plus par leur nom parce que c'est des gens avec qui j'ai grandi en sport automobile aussi, donc c'est forcément un petit peu plus affectueux. Mais ouais, il a plus rien à démontrer, donc à ce niveau-là de sa carrière, on va pas se mentir, il y aura peut-être 2-3 ans en F1, je pense. Quoique Alonso nous démontre peut-être le contraire. C'est vrai. Il est encore vite, donc pourquoi pas. Après, c'est peut-être dommage pour d'autres aspects, mais bon, c'est comme ça. Mais d'accepter ce challenge-là à cet instant de sa carrière, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, et puis ça va de sûr bousculer l'échiquier parce que ça va forcément attirer d'autres choses. Il va peut-être y avoir des gens qui ne regardaient pas Ferrari d'un point de vue ingénieur, ou ce genre de trucs qui vont être intéressés. On sait que Fred Vasseur a signé des gros recrutements, il y en a certainement d'autres très gros qui vont arriver très bientôt. Il fait un travail très intelligent et très appliqué de ce point de vue-là, calme à l'égard des médias, mais dans des coulisses, ça bosse très très fort. Et l'arrivée de Lewis va certainement faciliter ces choses-là. Ça va être compliqué avec Charles, très certainement, mais en même temps, je pense que ça peut beaucoup aussi apprendre et aider Charles de travailler avec quelqu'un comme Lewis. Donc ça, ouais, je me languis. J'ai presque envie que 2024 passe très 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 vite et qu'on soit déjà à 2025 pour voir ce que ça donne. Du coup, forcément, un siège vacant chez Mercedes. On a entendu beaucoup de noms. Il y a des noms français qui ressortent, il y en a d'autres. Toi, tu verrais qui pour récupérer cette place? Moi, je suis Albon. Ah ouais? Ouais. Alex Albon. Moi, je suis Albon. Pourquoi? Parce que je pense que premièrement, l'année où il a été comparé à Max, c'est pas une année qui est très. Ça me paraît pas très fair, comme disent les Anglais. Ouais. Max, c'est un monstre. Il a un niveau absolument incroyable. Et tu as plein de pilotes qui se sont cassés les dents contre. Il n'y a que Ricciardo qui a plus ou moins réussi à lui tenir tête. En même temps, c'était au tout début de la carrière de Max. Je ne suis pas sûr que tu mettrais Ricciardo demain dans la Red Bull, qu'il arriverait à être au même niveau que Max aujourd'hui, parce qu'il a continué à s'améliorer. Mais je pense que ce qu'il montrait dans la Red Bull à l'époque, notamment sur la fin de saison, ce qu'il a montré chez Williams l'année dernière,
Je trouve ça très très solide. C'est un pilote jeune. Je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes. J'ai rien contre Alonso, mais 42 ans ou 43 ans, c'est mon âge, donc je vais peut-être pas critiquer, mais voilà, il y a plein de jeunes pilotes qui arrivent, qui tapent aux portes de la F1 et pour lesquels il n'y a pas de place. Donc je trouverais ça cool de laisser la place. Après, tu as un autre pilote qui mériterait, tu en as plein d'autres qui mériteraient peut-être un Mick Schumacher, pourquoi pas, il est déjà dans le giron Mercedes. Un Esteban Ocon qui a été très longtemps dans la filière Mercedes. Dans le giron Mercedes, très proche de Toto, qui pourrait être intéressé. Après, on a entendu des très vieux pilotes aussi, des revenants. Moi, je mettrais Alex. Honnêtement, je pense que ça serait mérité. Et puis, ça serait un juste milieu entre jeunesse, expérience. Je pense qu'en Suisse, malgré tout, ça ferait une belle symbiose avec Georges, parce qu'ils s'entendent bien. Ils sont assez copains tous les deux. Ils vivent tous les deux à Monaco, ils sont tout le temps ensemble. Après, pourquoi pas faire un gros pari, puis prendre un petit jeune à l'époque de ce qu'avait fait un Peter Sauber avec un Kimi Raikkonen. Ça serait mon rêve ultime, qu'on aille chercher un mec en F2 ou en F3 et qu'on le mette dans F1 et qu'il casse tout, que ce soit le même talent pur qu'un Raikkonen, qui reste peut-être un des pilotes que j'ai le plus admiré, honnêtement, de par l'attitude et le talent. Ça pourrait être sympa, mais ouais, Alex, je pense que c'est un choix qui est loin d'être déconnant. Raikkonen, c'est ton pilote préféré? J'ai du mal à dire que j'ai des pilotes préférés, parce que j'ai forcément un relationnel avec eux, même si je connais pas Kimi personnellement, ou que très peu. Je l'ai côtoyé à 2-3 reprises, mais pas plus que ça. J'ai du mal, enfin je me place pas dans cette image de fan, forcément. J'ai une relation avec eux qui est un petit peu différente, mais de par le talent pur et l'attitude en même temps, ce juste milieu entre je m'en foutisme un petit peu à la cool, mais animal au moment où où on met le casque, il faut aller se battre. Même dans ces dernières années, il y a des courses sur ces 2 dernières années avec Alfa Romeo qui étaient magiques. Il y a un départ à Portimao sous la pluie en slick qui est absolument fantastique. Je veux dire, il avait un talent brut, il a toujours un talent brut qui est exceptionnel. Peut-être même supérieur à celui d'un Max ou d'un Lewis, mais il y avait le côté je m'en foutisme qui a certainement impacté sa carrière, malheureusement. Est-ce qu'à terme, tu penses que la FE pourrait concurrencer la F1? Alors oui et non. Je ne suis pas certain que ce soit l'objectif et je ne suis pas certain que ça doit être l'objectif. Okay. Tu ne peux pas comparer les deux catégories, elles sont incomparables. Je m'étais amusé l'année dernière à faire le comparatif à Monaco entre temps au tour, énergie, etc. etc. Typiquement, une F1, avec ce qu'elle consomme sur un tour, d'accord, elle pourrait faire 2 tours de course en FE. Ok. Voilà. Ouais, forcément. Elle va 13 secondes plus vite. Donc, je pense que si elle devait faire toute la course avec la même quantité d'énergie que nous, elle irait beaucoup moins vite. Voilà, donc technologiquement, on n'adresse pas les mêmes objectifs. Je pense qu'il y a de la place pour les deux. Je pense qu'il ne faut pas essayer de les comparer plus que ça. C'est souvent fait, c'est souvent décrié. Je lis toujours avec beaucoup d'humour et de tendresse les échanges passionnés de fans sur les réseaux sociaux. Je rentre pas dans le débat. C'est comparer une poire avec une pomme de terre. Ou une pomme avec une pomme de terre, pour rester dans la thématique pomme. Mais c'est pas du tout la même chose. Donc les FE vont aller de plus en plus vite, parce qu'on est au balbutiement de la technologie à plein des égards. La génération 4 de voitures qui arrive dans 3 ans, dont j'ai parlé, les premiers éléments de simulation commencent à annoncer des temps autour et des vitesses qui sont particulièrement élevées, avec un gros bond en performance par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça reste dans la lignée, la F1 ça existe depuis 1950. D'accord. La FE, ça existe depuis 2014. Voilà. Je pense que en 1900, du coup ça fait 10 ans, donc en 1960, les F1 allaient beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. C'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison en cours? Ça va être quoi ton objectif là, mais aussi sur les années à venir? Objectif, gagner le titre, hein, clairement. Il n'y en a pas. Cette année? Ouais, il y en a clairement pas d'autres. Donc on se focalise là-dessus, clairement. On essaie de rester très concentré, de donner son maximum, de rester très critique sur nos performances et très méthodique sur le travail. L'objectif court terme vraiment qui est là. Sur le long terme, écoute, j'ai envie de dire, si je devais avoir un regret,
Ouais. ou un objectif que j'ai vraiment envie de cocher avant de fermer J'ai mon idée, je crois. ma carrière, ça serait de gagner les 24 heures du Mans. J'y ai participé 7 fois. 6. J'ai fini plusieurs fois sur le podium de catégorie ou podium général. J'ai fait toutes les places du podium sauf la première. Voilà. Ouais. Donc ça serait bien que je fasse le hat-trick. Donc ça serait peut-être un objectif. Je pense que j'aurais beaucoup de regrets si demain je devais prendre ma retraite et pas avoir coché ça. Après il y a 2-3 courses qui m'ont toujours fait rêver au moins de participer quand j'étais gamin, les 500 miles d'Indianapolis, ça serait cool. Juste de le faire au moins une fois dans sa vie, pas forcément gagner, mais juste d'y participer, de dire j'ai fait partie de ça. Il y a une course mythique en Australie dans une catégorie qui s'appelle le V8 Supercar qui est hyper compétitive aussi avec des voitures très très sympas, très rapides, qui s'appelle les 1000 km de Bathurst, qui est aussi une endurance mais plutôt typée sprint avec des voitures qui vont très vite sur un circuit Mont Panorama qui est absolument génial, ça monte, ça descend, c'est un vrai grand 8. Ça me plairait aussi d'aller faire des courses là. Donc voilà, j'ai 2-3 courses entre guillemets dans ma bucket list que j'aimerais bien faire. Mais histoire de participer, mais le gros objectif, ça serait gagner le Mans. Avant de finir, Fabrice, j'ai un principe sur ma chaîne. C'est j'aimerais bien que tu poses une question à la prochaine personne qui va passer dans le studio. Okay. Donc, je vais te dire son nom, on va biper au montage. Donc voilà, si tu as une question pour lui, tu peux l'envoyer. Un sudiste aussi. Ouais. Bah écoute, moi j'ai envie de lui demander si durant sa carrière, il y a, à l'occasion d'une rencontre, il y a un geste qu'il a réalisé, un geste technique qu'il a réalisé, qu'il a vraiment marqué, dont il est donc pas forcément fier, mais vraiment où il est vraiment allé chercher au-delà de tes limites du coup. Si tu pouvais nous en parler. Parfait. Bon ben merci Fabrice. Bah, je t'en prie. Bonne fin de saison. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon Instagram et à mon TikTok qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo, ça permet de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires qui est selon vous le prochain invité de Tout Terrain. Merci à tous et à très vite.